Bonjour, acheter un bien en viager, qu'il soit occupé ou libre, est-ce un bon placement, une bonne idée? On en parle avec Nathalie Schrijvers, licenciée en droit spécialisée en viager. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Charlotte. Face à vous, Laurent Degrave, auteur du livre Devenir propriétaire aux éditions de la Boîte à Pandore, courtier de crédit également. Merci d'être là. Merci. On en parle avec vous également. Osez, prenez position. Soyez pour ou contre. Alors, acheter en viager, une bonne idée. Nathalie, vous êtes convaincue, pour vous, c'est un réel intérêt. Tout à fait, que ce soit un viager occupé ou un viager libre, on en parlera. Ça a tout son intérêt pour que ça corresponde à ce qu'on recherche. Oui, Laurent, pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord parce que le viager est quand même un risque. Et alors, on ne sait pas user le droit de ce bien. C'est-à-dire que soit il est occupé ou soit il est vide. Mais s'il est occupé, la personne est dedans, son capital est bloqué finalement. On va rentrer dans les détails, parce que ça peut paraître flou comme ça, vous qui nous suivez depuis le début de cette émission. On s'arrête tout de suite sur les définitions. On plante le décor, on va informer tranquillement nos téléspectateurs. Le viager libre, c'est quoi? Donc dans ces cas-là, l'acquéreur aura la libre disposition du bien. D'accord. Dès l'achat entériné chez le notaire, l'acheteur peut en faire ce qu'il veut. Donc ça ressemble à un achat classique, on peut dire. Voilà, il a acheté la pleine propriété, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Sauf qu'il paye une rente mensuelle. Voilà. Au lieu de tout payer en une fois au départ, il paye par mensualité pendant une durée d'à peu près 20 ans en général. Et dès que le vendeur décède, il arrête de payer. Donc là, ça peut être intéressant. On ne le sait pas au départ. C'est un gros avantage, c'est comme le loto. On va y revenir. Et alors, le viager occupé, on s'arrête sur la définition tout de suite, et c'est celui-là, le plus fréquent. Le viager occupé, le vendeur n'est plus propriétaire de son bien, mais il en garde l'usufruit, il continue à y vivre. Jusqu'à la fin de ses jours. Il continue donc à y vivre et perçoit une rente dans le même cas que l'autre. Voilà, il perçoit une rente, évidemment beaucoup moindre que s'il avait quitté son logement. Donc, mais pour l'acquéreur, le gros avantage, évidemment, c'est de ne payer que la nue propriété et pas la pleine propriété. Donc, il ne payera jamais la totalité du prix du bien dont il sera un jour plein propriétaire. Et c'est là que ça se discute peut-être, Laurent? Oui, ça se discute parce qu'aujourd'hui, on a des taux de prêt hypothécaire qui sont très bas. Donc, le fait d'acheter un bien, vous en êtes directement propriétaire. Vous en avez la pleine propriété, de l'usufruit comme la nue propriété. Vous pouvez le louer, mais vous pouvez aussi, en cas de problème, le revendre. Le problème aussi dans le cadre, enfin c'est mon avis, dans le cadre du viager, c'est qu'on va payer des taxes sur un bien dont finalement on ne sait même pas le revendre demain si on veut libérer son... On ne peut pas revendre son viager? Je vais dire stop. D'abord, quand on achète un viager occupé, ce qui est quand même 90% des cas, on ne paye pas de taxes. Le précompte immobilier? Le précompte immobilier reste à charge du vendeur, de l'usufruitier, d'une part, et le revenu cadastral ne doit pas être renseigné dans la déclaration fiscale. Donc, pour un investisseur qui, précisément, ne souhaite pas débourser chaque année précompte immobilier et ou supplément d'impôt tenant au cadastre, c'est très intéressant. Il y a peu d'autres alternatives en immobilier qui permettent cela. Et puis, deuxièmement, le profil type de l'investisseur dans un viager occupé, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas envie de s'occuper de la gestion des locataires. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'être propriétaire veut dire gérer des locataires. Dans ce cas-là, par contre, quand on est propriétaire, on touche un loyer, ça paye son crédit. Là, c'est l'inverse. C'est l'investisseur qui va sortir tous les mois un capital pour quelque chose, finalement. Bon, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme une épargne à très long terme. Mais concrètement, la rente, elle ressemble à quoi? C'est un pourcentage en fonction du prix. Ça, il faut on va dire, bon, chaque cas est différent, évidemment, on fait du sur-mesure, mais dans la majorité des cas, un exemple. Mettons qu'un appartement qui se louerait 900 €, par exemple, si on le met en viager, mettons quelqu'un d'à peu près 70 ans, on fait ça sur 20 ans, viager occupé, elle reste habitée dans son appartement, on va avoir une rente qui va tourner autour des 600 € par mois. D'accord. Voilà. Sauf la seule différence, c'est que si on l'avait acheté cash avec un prêt hypothécaire, on aurait 900 € de revenus locatifs, et là, on n'a pas de revenu locatif, mais tous les mois, il faut payer 600 €. Donc c'est une loterie, on y revient quand même. Mais par contre, la banque ne va jamais permettre, après 5 ans, de dire « Ah, voilà, maintenant, vous ne devez plus payer les 15 années restantes. » Et ça reste une loterie. Dans le cas du viager, le hasard peut faire que parfois, on fait une excellente affaire. Ou parfois mais on connaît ce risque maximum, puisque maintenant, au jour d'aujourd'hui, les rentes sont toujours limitées dans le temps. Elles sont limitées dans le temps. Donc ça permet de connaître le prix maximum qui sera payé, qui ne sera jamais que le prix de la nue propriété, et pas la pleine propriété. On s'arrête, si vous le voulez bien, sur le message qui passe. On va de nouveau, c'est un sujet particulier, on va poser les termes pour nos téléspectateurs. Pour le vendeur en viager, pour que tout le monde puisse nous suivre, l'intérêt c'est quoi? Un capital disponible immédiatement, on est d'accord là-dessus, un revenu régulier garanti,
continuer à habiter chez soi quand même, si c'est dans le cas d'un viager occupé. C'est la première motivation d'ailleurs. On est d'accord. Oui. Ou éviter des soucis de gestion, on vient de l'aborder. Et alors pour l'acheteur en viager, autre cas de figure évidemment, mais pas des moindres, diversifier son patrimoine immobilier, c'est une rentabilité future garantie, on peut le dire aussi. C'est aussi éviter de payer des intérêts bancaires et ça permet pour beaucoup d'acheter un bien à moindre coût. Alors, ça peut être le miroir aux alouettes, ça? Oui et non, parce qu'on dit d'abord rentabilité garantie. Mais la rentabilité, on l'aura que le jour du décès de la personne. Bon, maintenant, on ne va pas prendre toujours la même histoire, mais Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 130 ans, on le sait. Mais aujourd'hui, on achète un bien, donc tous les mois, on fait une épargne forcée, entre guillemets, pour devenir propriétaire de ce bien. Et finalement, dans 20 ans, la personne ne décède pas. C'est vrai qu'on ne doit plus payer les 600 €, mais on n'a pas le patrimoine. On ne peut pas le revendre. On est un peu bloqué. Alors là, je vous arrête. D'abord, on peut le revendre. Sur Jeanne Calment, parce que tout le monde n'a pas suivi l'histoire, quand même. Tout le monde connaît Jeanne Calment, mais tout le monde n'a pas suivi l'histoire. Donc, c'était en 1965, à l'âge de 90 ans et sans héritier, Jeanne Calment vend son appartement en viager à son notaire, ça c'est encore plus drôle. Celui-ci est alors à l'époque âgé de 47 ans, il paye la rente mensuelle de 2 500 francs français à l'époque, on parle de 380 €, jusqu'à son propre décès à lui en 95, 30 ans plus tard quand même. Sa femme à lui reprend du coup le viager, au final ça lui coûtera plus de 2 fois le prix. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les rentes sont toujours limitées dans le temps. D'accord. C'est quoi? C'est 20 ans? 15 ans? Oh, ça peut être 10, 15, 20 ans. Ça dépend. Donc, on a des tables d'espérance de vie qui sont spécifiques aux ventes en viager, qui sont refaites chaque année et qui tiennent compte de l'allongement de l'espérance de vie, puisque chaque année, notre espérance de vie s'allonge. Donc, on en tient compte. Et donc, c'est le métier, d'ailleurs, du spécialiste en viager, c'est de faire un calcul équilibré au départ. Attendez, donc le prix de cet appartement, il est calculé comment? Il est calculé en fonction de la valeur en vente normale, classique de l'appartement, et de ça, on va déduire la valeur d'usage, d'occupation, ce qu'on appelle l'usufruit du vendeur qui va rester dans son bien. J'ai cru lire en préparant cette émission que la valeur également dépendait de la santé de l'habitant. Alors voilà, on inclut tout dans le calcul. Donc on utilise des tables qui sont uniquement basées sur base de l'âge, mais il est évident que si on me communique des informations relativement particulières, évidemment, il ne faut pas d'une grippe, mais d'autres cas plus spécifiques, on peut en tenir compte dans le calcul. Parce que plus la personne âgée qui est en mauvaise santé, plus c'est intéressant pour l'acheteur. Excusez-moi de... Pas vraiment, parce que moi, je vais en tenir compte dans le calcul du prix. Donc si la personne est fort malade, le prix doit être le plus équilibré possible. D'accord. Voilà. Donc si on a une espérance de vie qui est anormalement courte pour cause de maladie, en fait, on prévoira un prix différent. Il faut une personne en très bonne santé qui meurt très vite. Non, mais c'est ça, c'est terrible. Bah oui, mais c'est ça. Ça, oui, voilà. Ah, voilà. Là, c'est Non, mais vous en riez, Nathalie. J'en ris parce que c'est le hasard et que ni acheteur ni vendeur n'ont aucune influence là-dessus. Non, ça, je suis d'accord. Et c'est ça qui est beau. Sinon, ce serait horrible. Oui, mais l'acheteur, est-ce que quand il rend visite à sa personne âgée, il ne pense pas quand même un petit peu à « Bonjour, alors, vous allez bien ?» Alors, je vais vous dire, 95% des acheteurs ne pensent pas comme ça. Ce sont des investisseurs. Voyez, Laurent, sérieusement. Je pense que les investisseurs, on veut toujours évidemment ça se finisse le plus vite. Mais un investisseur intelligent, il doit rencontrer le contrat qu'il signe. Bien et sûr. Le contrat qu'il signe, c'est de payer pendant 20 ans, par exemple. Mais comme un prêt hypothécaire, finalement. Donc, pourquoi ne pas acheter simplement... Parce que le prêt hypothécaire, la banque ne va jamais l'appeler un jour en lui disant « Écoutez, voilà, vous payez depuis 4 ans, maintenant, vous ne devez plus payer. » Ça, c'est l'avantage. Mais par contre... C'est l'avantage. Il ne faut pas non plus payer le prêt contre immobilier. Oui, ça, c'est une bonne question. Bonne question, Laurent, bravo. Combien de viagers arrivent à terme, finalement? Ça, on n'a pas vraiment d'études. Alors, si, en France, il y a des études qui ont été faites, puisque le viager en France se porte encore mieux que chez nous. Et on a pu déterminer un horizon moyen de placement, comme pour n'importe quel autre type de placement, que ce soit en bourse ou en obligation ou en emprunt d'État. Eh bien, pour tous les viagers en France, depuis les 60 dernières années, la durée moyenne de vie d'un viager est de 8 ans. Voilà. La réponse est claire, nette. Ah ben là, quand vous dites ça... Non, mais ils ne vivent pas bien en France. À ce moment-là, les investisseurs se bousculent. Non, parce qu'alors là, entendre ça, on se dit... Là, ça devient intéressant. Vous allez peut-être changer d'avis, vous? Si vous voulez, j'ai 2-3 bons viagers à vous proposer. Je reviens toujours à la même chose où, pour moi, un bon investisseur, effectivement, calcule tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des bonnes surprises, ça c'est évident. Mais j'ai l'impression que sur le long terme, s'il doit payer la totalité des 20 ans, s'il doit sortir le bouquet et qu'en plus la personne reste encore pendant 10 ans dedans, finalement... Il n'aura pas eu ce bien pendant plus de 30 ans, il n'en aura pas vraiment de revenus, il aura investi dedans vraiment du capital, ça lui aura coûté très cher. Est-ce que c'est une bonne opération au final? J'en suis pas persuadé. Vous prenez ici un exemple sur 30 ans, donc la moyenne du vendeur en viager est quand même de 78 ans, 78 plus 30, on va déjà loin. En général, il a une moyenne de 78 ans quand il décide de vendre. Plus ou moins, oui, voilà, donc 78 plus 30. Pourquoi il vend en général? Pourquoi il vend en viager? Alors pourquoi est-ce qu'on va en viager occupé dans la majorité des cas? 2 raisons. Soit on a une pension qui devient
devient insuffisante pour faire face aux obligations financières de tous les jours. Et à cet âge-là, on n'a plus envie de déménager. Donc, on va en viager. Première raison. Deuxième raison, on n'a pas d'héritier direct et on n'a pas envie de tout voir partir dans les caisses de l'État. Oui, et donc, on va en viager. Ça, c'est les deux plus grandes raisons. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a des visites obligatoires de l'acheteur? Pas toujours. Mais est-ce que le vendeur est obligé d'accepter chez lui? Alors, on peut tout prévoir dans le contrat. En général, on prévoit un droit de visite annuel qui permet à l'acquéreur de se rendre compte que le bien continue à être entretenu en bon père de famille. Oui. Ceci dit, les relations entre acheteurs et vendeurs sont souvent tellement bonnes que je sais que dans 90% des cas, l'acheteur ne fait même pas sa visite annuelle. Parce que quand vous habitez depuis 30 ans dans un appartement et qu'il est nickel, pourquoi est-ce que ça changerait demain? Oui, c'est ça. C'est ça aussi l'intérêt de l'investisseur. Aussi des risques, puisqu'il y a une personne âgée dedans qui l'entretient. Enfin, pas moins bien, mais qui ne va plus faire les travaux de peinture, de réaménagement, qui ne va plus gérer ce bien qui ne lui appartient plus finalement. Oui, donc ça. Si on il y habite toujours. Il y habite toujours. Donc c'est son mais quotidien. Ce n'est pas lui qui va refaire les châssis, qui va refaire le toit si jamais il faut le faire. Mais ça, c'est au propriétaire, toujours. Voilà. Oui, mais le propriétaire ne va pas encore aller investir dans ce bien où il ne sait pas avoir un rendement direct. Parce qu'il y a un rendement direct, c'est ça des conflits quand même? Non, très peu. C'est pas vous qui allez dire oui. Non, mais on peut regarder, on peut se renseigner dans la jurisprudence. On verra qu'il y a très peu de conflits et je pense qu'il y en aura de moins en moins parce que maintenant, on établit des contrats qui passent devant notaire, évidemment. Et la clause relative à la répartition des charges, maintenant, fait une base parce que ça permet de tout bien préciser dès le départ. Et quand on prévoit tout au départ, on n'a pas de souci. C'est aussi un risque pour l'investisseur. Si je décide de changer d'avis, de revendre mon viager, c'est facile? Pas de problème, vous revenez voir et je le revends à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et vous récupérez toutes vos billes, plus la plus-value immobilière. Votre réaction peut-être sur un Facebook qui est passé de Céline, je pense, il y a quelques instants, et qui nous dit nous avons acheté une maison en viager et ça ne profite pas qu'aux acheteurs. Cela permet aux vendeurs de rester dans leur maison jusqu'au moment où ils le désirent, d'augmenter leur pension, de vivre mieux. Ce n'est pas juste encore dans les mœurs. C'est merveilleux. Mais voilà. C'est joli. Hein. Mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ça devient vraiment un mode intergénérationnel entre des personnes âgées qui ont besoin d'argent et des jeunes qui veulent investir. Ça s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas d'héritier. Parce qu'à partir du moment où on a un héritier, soit on fait une donation à ses enfants ou à sa famille, ou aux personnes qui n'ont pas d'héritier. Pour ne pas mettre le bazar de la famille, peut-être. Ça aussi. Et puis ça a changé aussi. Aujourd'hui, on vit de plus en plus âgés. Donc quand on a 80 ans, nos propres enfants, ils sont bien installés dans la vie. On a aussi des petits-enfants. Et donc souvent, parfois, les enfants n'ont pas envie d'aider les parents en donnant un complément de pension dont ont besoin les parents. Et moi, j'ai des parents qui viennent des enfants de 50 ans qui viennent me voir en me disant, écoutez, nos parents s'en sortent plus tous les mois. S'il vous plaît, vendez-le en vie à plus occupée pour qu'il soit plus à l'aise. Nous avons tout ce qu'il nous faut, nous n'en avons pas besoin. Laurent, Céline, dans le Facebook, nous dit c'est pas dans les mœurs. Qu'est-ce qui est le plus dans les mœurs aujourd'hui, brièvement? L'achat classique, je pense. L'achat classique. Le viager représente pré-hypothécaire classique, achat classique, où on est vraiment propriétaire du bien, enfin propriétaire avec l'usufruit, entendons-nous bien. On peut en faire ce qu'on veut, on peut le louer, on peut le revendre, on peut mettre ses enfants quand ils grandissent dedans, on peut faire ce qu'on veut. Là, le viager, il y a quand même certaines restrictions, c'est-à-dire que le vendeur reste dedans. Mais est-ce que c'est pas plus accessible, le viager? Il va être plus accessible, oui et non. Alors, il y a deux problèmes. D'abord, les moyens. Il faut sortir le bouquet, il faut de l'argent pour ça. Alors, soit il faut faire un prêt. Ça veut dire quand même 10%. Ça représente quoi? 10% de l'achat en général. Donc, sur un achat de 250 000 euros, c'est 25 000 euros qu'il faut sortir cash. Plus les frais d'enregistrement, à 12,5%. Donc là, on est déjà à 50 000. Oui, si on mais vous n'avez pas besoin d'un accord de la banque pour payer tout le reste. Et aujourd'hui, mais les 50 000, on les sort comment? On ne sait pas faire de prêt hypothécaire puisqu'on n'est pas propriétaire. Sauf en donnant hypothèque sur un autre bien, ce qui arrive quand même souvent. Ce qui arrive. Ou bien on fait un prêt personnel. Alors on a du 10%. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Ça, j'ai jamais eu le cas. Non. Le viager, en fait, le viager ne s'adresse pas non plus en tant qu'investissement à tout le monde. Il faut que ça corresponde au profil d'investisseur de celui qui s'y intéresse. Quel est le profil en général? Alors, en général, entre 30 et 55 ans, on va dire, soit avec une capacité d'épargne importante parce qu'un beau salaire. On parle plutôt de multipropriétaires. Oui, c'est ça. Ou alors des personnes... Ce sont les mêmes que vos clients, en fait. Non, moi, mes clients, c'est vraiment des gens qui achètent leur maison pour eux. Donc oui, on est dans tout à fait autre chose. En fait, on ne joue pas du tout dans la même cour. Non, pas du tout. Mais je reste... pas toujours convaincu. C'est ça que vous gardez le sourire, mais oui, on n'a pas du tout les mêmes clients. Non, moi, c'est vraiment des gens qui veulent acheter pour la première fois. Voilà. Mais pour la deuxième ou la troisième fois, ils ne pourraient pas venir chez vous, du coup? Oui, mais en fait, moi, les personnes qui viennent chez moi sont souvent déjà propriétaires. Parce qu'on ne sait pas faire un prêt hypothécaire. Ce sont des gens qui achètent pour leurs enfants, par exemple. Plutôt qu'investir sur un livret d'épargne qui, aujourd'hui, ne rapporte plus rien, ils investissent dans des briques pour leurs enfants. Quel est pour vous, Nathalie, quel est le conseil qu'on donnerait aujourd'hui à nos téléspectateurs? Quel est
Le gros avantage à vos yeux d'acheter en viager? Acheter en viager occupé. Oui. Aujourd'hui, c'est de placer son argent dans des briques, ce qui aujourd'hui est mieux que sur un compte en banque, ou que ce soit en action aussi. Donc c'est une très bonne alternative de placement. Voilà, je le dirais comme ça. Premier avantage. Est-ce que c'est un placement sûr à 100%? Oui, puisque quand on achète un viager occupé, on ne paye que la nue propriété. Et à ça, vous dites rien, Laurent? Alors, c'est un placement sûr, oui, mais il faut voir sur le long terme. À partir du moment où on pourra en profiter, oui. Moi, j'ai juste une petite remarque, c'est que tous les mois, on a une rente à payer. Ouais. Si vous ne savez pas payer la rente parce que vous avez des problèmes familiaux, parce qu'il y a un souci, vous perdez tout. Non. Vous perdez votre téléphone et je revois viager à quelqu'un d'autre et vous ne payez rien. Si on prend un peu de temps, je le précise toujours aux acheteurs. Parce qu'il faut faire attention à ça. Si vous ne payez pas pendant 3-4 mois, la vente est annulée. Vous savez, je fais ça depuis 10 ans. Ça n'est jamais arrivé au jour d'aujourd'hui. Vous avez jamais acheté en viager? Moi, j'ai jamais acheté en viager, non. Moi, je vous invite à le faire. C'est comme ça que j'ai découvert le viager. Ah, c'est ça. Donc, un acheteur heureux. Ça a duré 8 ans. Voilà. Laurent, un conseil que vous donneriez aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent? Mais déjà, deux choses différentes. Effectivement, on n'est pas dans la même cour, comme on le disait. Moi, je suis vraiment spécialisé pour l'achat, pour les gens, pour leur première acquisition, pour leur maison à eux. Ça ne se fait pas en viager. Il faut être logique. Voilà. Alors, on parle vraiment d'un deuxième bien, d'un troisième bien. Attention, le viager libre, là, par contre, j'ai beaucoup de... Vous, c'était libre ou occupé? Donc, c'était occupé. Et il est encore occupé? On paye toujours, et puis c'est très bien. Voilà, Depuis combien de temps? 10 ans. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire, oui, en viager libre, on a de jeunes couples qui achètent en viager libre. Maintenant, c'est un tout petit marché, c'est très peu d'opérations, mais ces jeunes couples-là sont très heureux parce que ce sont des personnes qui n'obtiendraient pas de crédit auprès d'un organisme bancaire et qui, là, peuvent payer tous les mois et devenir propriétaires et avoir tout. Par contre, ils n'ont pas les avantages fiscaux, mais c'est vraiment... Ça représente très peu de cas. Mais je crois que c'est un peu de l'économie alternative aujourd'hui. Oui, ça peut l'être, mais ça représente effectivement... Ça aide, le viager occupé aide les personnes âgées qui en ont besoin à rester chez elles et avoir un complément de Merci beaucoup. On passe à la dernière minute. Nathalie, qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne de cette émission aujourd'hui? Vous avez 30 secondes. Alors, je pense que lorsqu'on décide d'acheter en viager occupé, d'une part, on a la certitude de faire un excellent placement à terme. Et d'autre part, je crois que c'est aussi une intervention aujourd'hui solidaire vis-à-vis d'une génération de personnes plus âgées qui ont besoin de cet apport financier. Alors, ou bien on met son argent en bourse dans des grandes multinationales, ou bien on le donne tous les mois à une personne âgée à qui ça sera un confort. Elle est redoutable, elle garde des pour la... C'est la réalité de mon quotidien. Laurent. Moi, je vais dire que le viager ne s'adresse pas à tout le monde. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire pour un premier achat, pour une habitation propre et personnelle, sauf certains cas, effectivement, de viager libre qui peuvent s'adresser à certaines personnes, mais il faut quand même un capital de départ important qu'on ne saura pas toujours emprunter, donc ça c'est clair. Et le fait que, effectivement, on mise sur la mort de la personne en croisant les doigts, que ça arrive le plus vite possible, ou bien aller la voir régulièrement avec une bonne soupe arsenic, mais je ne suis pas sûr que c'est la solution. C'est pas joli ça. Je vous le laisse, je vous le laisse. Je vous félicite pas Laurent, mais c'est le côté un peu tristoun du... Je lui laisse, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez bien raison. Merci d'avoir pris le temps de venir débattre sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est le RTL Info. 13h. Bon après-midi.